Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Au cours de toute son histoire, l'actuelle Libye a toujours été dominée par d'autres peuples et États. Les empires romains, byzantins y ont successivement régné jusqu'à l'Empire ottoman, qui le 7 octobre 1912 signe le traité d'Ouchy et cède le pays à l'Italie. La Libye, composée de 3 territoires, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan, suscite la convoitise de la France, le Royaume-Uni et même les États-Unis. Au cœur de plusieurs batailles et conflits armés, le Parlement italien proclame la République de Tripolitaine. Pareil pour la Cyrénaïque, qui devient un émirat. Du moins de 1920 à 1938, la Libye connaît de vives tensions, avec le rapprochement entre l'Italie et l'Allemagne nazie de Hitler. À l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, le 1er septembre 1939, le conflit se déporte aussi sur le terrain libyen. Les troupes italiennes sous les ordres du général Rodolfo Graziani, appuyées par l'Africa Corps du général allemand Erwin Rommel, attaquent les forces britanniques. Mais la contre-offensive du général anglais Bernardo Montgomery met en déroute les Italiens en 1943. Et à la fin de la guerre en 1945, les vainqueurs se partagent la Libye. Les territoires du Fezzan et Gadamès reviennent aux Français, la Cyrénaïque et la Tripolitaine aux Britanniques. Les deux occupants peinent à s'accorder sur le statut exact de la Libye. Et le 21 novembre 1949, la résolution 289 de l'ONU prévoit son accès à la souveraineté internationale avant 1952. Et le pays devient indépendant le 24 décembre 1951 sous la dénomination Royaume-Uni de Libye, avec pour roi Idriss Ier. Les puissances étrangères, France, Grande-Bretagne, États-Unis et même Italie, ont encore la main mise sur la gestion des affaires publiques et les secteurs stratégiques de l'économie libyenne. Premier producteur africain de pétrole, l'Aman ne profite pas aux populations. Les inégalités sociales suscitent des mécontentements populaires. Le sentiment anti-occidental monte, affectant aussi l'armée. La crise devient alors très aiguë. Ainsi, le 1er septembre 1969, un groupe d'officiers dits unionistes libres renverse le roi Idriss Ier en séjour à l'étranger et proclame la République arabe libyenne. Grand bénéficiaire de ce coup militaire, Mouammar Kadhafi, président du Conseil du commandement de la Révolution. Libye, 1er septembre 1969. Les fils du désert prennent le pouvoir sans verser une goutte de sang. C'est la Révolution blanche. À leur tête, un fils de nomade âgé de 27 ans devenu officier, Mouammar el-Kadhafi. Au cœur de Tripoli, devant une foule enthousiaste, le bouillant colonel lance son premier défi. La révolution se réclame à la fois du socialisme et de l'islam. On a appelé le coup d'État du 1er septembre la Révolution blanche. Il semble que vous n'ayez rencontré aucune opposition. Est-ce à dire que le peuple libyen était prêt à un changement de régime? Oui, c'est l'heure du changement. La Libye vient de rejoindre le camp des pays progressistes au Moyen-Orient et c'est là un événement majeur. Pourriez-vous définir maintenant votre attitude à l'égard d'Israël et du conflit du Proche-Orient en général? L'attitude de la Libye est connue. Nous formons la nation arabe. Oui. Nous sommes une nation, un peuple.
avec un même destin. Nul besoin de préciser cela. Il instaure dans le pays un régime nationaliste d'obédience socialiste à orientation panafricaniste, tiers-mondiste et pan-arabe, créant même une union des républiques arabes composée de la Libye, la Syrie et l'Égypte. Mais le projet ne fait pas long feu, ce qui ne décourage pas Kadhafi à poursuivre des réformes sociales dans son pays durant toute la décennie 70. Le socialisme, c'est bien un système économique qui diffère selon les pays. Et vous pensez que le vôtre sera plus libyen qu'autre chose? Ce socialisme convient aux Libyens. Il va ainsi créer une fédération générale des femmes de Libye, punir les mariages précoces des filles de moins de 16 ans et exige tout consentement préalable de la femme. Il faut ajouter que certains hommes, pas tous, traitent la femme comme une prisonnière du foyer. Dans leur esprit, elle ne doit s'occuper que des enfants et de la maison. Moi, en tant que femme, j'ai senti que j'avais un rôle à jouer dans la société. La femme, elle a ses droits comme le mari. Lorsqu'elle veut divorcer, elle fait prévaloir ses droits et son mari accepte le divorce. En 1977, Kadhafi opte pour un gouvernement de masse. Il renonce à son titre de président et proclame la Jamaïria, un mot nouveau qu'il a inventé lui-même et qu'on peut traduire par l'état des masses. C'est le peuple qui exerce directement le pouvoir, dit Kadhafi, mais tout en haut, le frère leader veille et guide les masses sur le bon chemin de la révolution. Admettez-vous qu'on exprime dans votre pays des opinions différentes des vôtres? Bien sûr, je l'admets personnellement en tant que personne. Mais il est difficile maintenant d'introduire des idées contraires au pouvoir du peuple qui est désormais dans les mains des peuples qui disposent et de la richesse et des armes et de la liberté dans ce pays. S'appuyant sur la prospérité de la rente pétrolière et des politiques sociales très généreuses, Kadhafi parvient à créer un consensus autour de son régime autocratique. Les gens vivent mieux en ayant accès au bien-être. Avant, le Libyen vivait dans le besoin. Aujourd'hui, ses conditions de vie se sont beaucoup améliorées, avec des logements convenables, des supermarchés et des automobiles. L'éloge du régime est permanent, les mérites de la révolution constamment répétés devant l'étranger ou l'inconnu. La critique ne s'exprime que sous forme de plaisanterie et de préférence en italien ou en anglais. Prudence, les murs ont parfois des oreilles. L'homme fort de Libye publie alors son livre vert, décliné en 3 parties, paru en 1975, 1977 et 1979. C'est ainsi que dans la foulée, Kadhafi envisage organiser à tout prix à la fois le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine et la 13e Coupe d'Afrique des Nations de football pour l'année 1982, 2 espaces propices à son avis pour la propagande à grande échelle de sa 3e théorie universelle. Une vision détaillée de la démocratie et la politique fondée sur sa conception de la pensée politique et du socialisme contenu dans le livre vert. Avant et pendant toute la compétition, le livre vert est affiché le long des rues, dans les stades et les médias. Et à la cérémonie d'ouverture, le 5 mars 1982, au stade du 11 juin de Tripoli, Muammar Kadhafi critique à gorge déployée la politique française au Tchad, dénonce l'impérialisme américain à travers l'Afrique, danse les régimes d'apartheid d'Afrique du Sud et le fascisme soudanais. Il conclut son discours par un oui à l'Afrique et non à la Coupe. Sur les 8 qualifiés, Libye première participation et pays organisateur, Cameroun, Ghana sont basés à Tripoli, plus la Tunisie repêchée de dernière minute en raison de la défection de l'Égypte, encore sous le choc de l'assassinat du président Anwar el-Sadat un an plus tôt. Algérie, Éthiopie, Nigeria et Zambie dans le groupe B sont à Benghazi. Au terme de 14 matchs de poule et de demi-finale, le Nigeria, détenteur du trophée, et l'Algérie, finaliste en 1980, tombe. L'affiche du match d'ouverture revient à la finale du 16 mars 1982 entre les Black Stars du Ghana et les Chevaliers libyens de la Méditerranée.
Séparés 2 buts partout en match de groupe, les deux équipes se neutralisent en finale 1 but partout, au bout de 120 minutes de jeu. Dans une séance fatidique de pénalty très serrée, les Black Stars enlèvent leur 4e sacre continental, 7 tirs à 6, devant 50 000 spectateurs, médusés de perdre le trophée à domicile. Le tout à la grande déception de Muammar Kadhafi, qui manquait là l'occasion de frapper un grand coup de publicité politique internationale de ses idées révolutionnaires. Le Ghana creusait ainsi l'écart au palmarès des trophées, désormais 4 titres, devant l'Égypte et le Zaïre, 2 chacun. Même après cette fête continentale du football manqué, Muammar Kadhafi continue son interventionnisme sur le continent, entretenant même des relations très tendues avec certains gouvernements africains, au sein du monde arabe et occidental. Ne supportant plus cette audace d'être différent, les États-Unis manquent d'assassiner Kadhafi en bombardant sans raison valable le palais du guide libyen en 1986. Ses ennemis occidentaux le tiennent aussi pour responsable de certains actes terroristes. L'attentat de Lockerbie en 1988 et le crash du DC-10 du thé en 1989. 1992, la Libye est placée sous embargo des Nations Unies. Mais à partir des années 2000, Kadhafi baisse le ton, devenant un allié de poids des Occidentaux dans la lutte contre l'immigration illégale et le terrorisme dans la mouvance des attentats du 11 septembre aux États-Unis. C'est donc le retour en grâce diplomatique de la Libye, qui devient ami-ami avec les pays de l'Union européenne. En tête la France, Nicolas Sarkozy lui déroulant même le tapis rouge dans les jardins de l'Élysée. Mais la belle amitié va juste durer le temps d'une fleur. Tous ses amis d'hier instrumentalisent une guerre civile, aboutissant à la chute et l'assassinat de Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011, dans sa ville natale de Sirte, laissant derrière lui un pays en lambeaux, où tout est à refaire sur les plans politiques et socio-économiques. Du matin à 4 heures de nuit, chaque fois il frappe, chaque fois. Non, il n'a pas de médicaments, il n'a pas de mangeria, il n'a pas de lait pour les bébés. Oui. Tout il manque, l'essence, le gaz, le pain, beaucoup de choses il nous manque. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.